Jeudi 21 juillet 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le monde de la musique est en deuil. Loïc Rakhoutnirin, connu sous son nom d'artiste Rakhout, est décédé cette nuit à Mazang. Une crise d'asthme causée par le changement climatique a entraîné sa mort selon sa famille. Rakhout est mort à 30 ans, laissant une veuve et un orphelin. Il était aussi connu pour ses actions caritatives. Il travaillait également au sein de la présidence. Le point avec Sai Sylvain, Sechanji Anab et Andra Zanjaibé. Sandra, Alpha Kelsis. Kelsis. Rirako ny lahy to henoko fa mezaka amintsika nefa tao saritsara ny fotsiny ihany fa ny anaty mangatsika. Loïc Rakhoutnirin, connu par tous sous son nom d'artiste Loïc Rakhout, a définitivement déposé son micro. Un chanteur, compositeur et arrangeur qui a excellé et s'est distingué parmi les artistes de sa génération. Selon sa famille, une crise d'asthme suite au changement climatique a causé sa mort. Il a été emmené d'urgence au CHU Anjouv à Mazang, mais n'a pas survécu. Loïc Rakhout s'est aussi démarqué dans la vie associative. Pas plus tard que lundi dernier, il a poursuivi la distribution de vêtements chauds pour les défavorisés. Il est né le 25 octobre 1992 à Antirabé. C'est en 2009 que Rakhout a commencé à entrer dans le monde de la musique, dans un gospel avec le chanteur Ariane Joy. Il a poursuivi une carrière en solo depuis 2003 en débutant avec la chanson Refala Sao. J'ai la force en moi aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis. Auprès de ma famille, de mes potos, etc., etc., yes I. Chaque moindre cas dans la mauvaise direction m'a causé des embrouilles. Il était plus facile de prétendre que rien ne s'est jamais passé. La dépouille a quitté Mazang vers 14h30 et est arrivée à l'aéroport d'Ivat vers 15h30 pour être transportée au Palais des Sports de Mamassen pour une veillée cette nuit. Demain, le corps sera transféré à Antirabé. L'inhumation aura lieu dimanche dans le caveau familial à Mbatbetia-Faye après un dernier culte à l'église luthérienne d'Antirabé. La grande famille de Viva présente ses condoléances à la famille du disparu. Et puis le président de la République, Andra Zouel, quelques membres du gouvernement ainsi que des employés de la présidence de la République sont venus présenter leurs condoléances à la famille de Rakhout au Palais des Sports. Rakhout était plus qu'un chanteur pour le président, il était également un ami et un collaborateur. Dans les actualités également, le ministère de l'Enseignement technique et des Recherches scientifiques a apporté ce jour des explications sur de prétendus non-paiements de vacations. D'après le communiqué du Mesepresse, le transfert de subventions de fonctionnement pour le baccalauréat ainsi que la vacation du bac 2021 est déjà effectué et les surveillants en sont informés. Les universités de Madagascar, de Mazang, Fianarantsoa, Tuamasin et Tuliar ont effectué le paiement de la totalité de leurs vacations. Pour l'université d'Antsranen, 80% des vacations ont pu être payées du fait que le budget y afférent a été utilisé pour autre chose par l'ancien président de l'université. Le président entrant a donc dû payer les arriérés à partir de ce qu'il avait en caisse. Seule l'université d'Antananarivo n'a rien payé jusque-là et a avancé, d'après toujours le communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, que l'université est actuellement en cours d'organisation pour pouvoir payer les arriérés de vacations.
Et puis 95% des techniciens et ingénieurs travaillant sur les nombreuses infrastructures actuellement construites par l'État sont de nationalité malagasy. Les Malagasy sont des génies, mais ils ont aussi besoin d'accompagnement dans de nombreux domaines, notamment l'adaptation à la technologie actuelle, a déclaré aujourd'hui le ministre des Travaux publics. Andeniana Martina, Zahra Djansu. La plupart des ingénieurs dans le domaine des travaux publics à Madagascar sont diplômés de l'école polytechnique Witwatersrand, ESPA. Plus de 95% d'entre eux travaillent dans la construction de nombreuses infrastructures, dont la plupart les routes nationales. L'ESPA, qui figure parmi les bénéficiaires de l'appui du projet Pacte, en charge de la construction des routes nationales. Pour aider et renforcer les compétences des élèves ingénieurs de l'école supérieure polytechnique d'Antananarivo, une bibliothèque numérique avec une connexion Internet haut débit a été mise en place. 400 000 $ de la Banque mondiale ont permis la mise en place de cette infrastructure avec de nombreux équipements tels que des ordinateurs et bien d'autres. Les bénéfices que les étudiants en retireront sont nombreux pour les aider dans la recherche et l'ouverture sur l'extérieur, a indiqué le ministre. Le gouvernement est également ouvert à la coopération et à l'accueil d'élèves ingénieurs, a toujours souligné le ministre lors de l'inauguration de cette grande bibliothèque numérique ici à l'ESPA Witwatersrand. Dans un tout autre sujet, le gouvernement prendra en charge une partie du coût des nouveaux bus urbains pour les opérateurs qui souhaiteraient acquérir de nouveaux véhicules. C'est ce qui a été décidé lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. L'Inde contribuera également au financement de ce projet à travers Exim Bank. Le projet sera bientôt mis en œuvre. Saï Sylvain. Des bus ayant 25 places assises et 25 debout seront utilisés dans la capitale. Une réforme promise par le président de la République Andry Rajoelina en soutien aux coopératives lors de la réunion qui s'est tenue avec leurs représentants la semaine dernière. Le Conseil des ministres a confirmé hier soir que le projet s'adressait aux transporteurs souhaitant acquérir de nouveaux véhicules. Pour ce faire, le gouvernement prendra en charge une partie du coût de ces véhicules. Le financement de l'Inde sera également utilisé. D'après les consignes du président de la République, la mise en œuvre de la convention de financement sera accélérée afin que les transporteurs puissent bénéficier au plus vite du soutien de l'État. Ce financement de l'Inde sera également utilisé pour équiper l'armée malagasy à travers l'achat d'avions, mais aussi pour la création d'entreprises dans le cadre du programme One District, One Factory. Le gouvernement indien fournira également des équipements pour l'énergie solaire et des vélos aux agriculteurs. Diplomatie à présent, l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Abhay Kumar, a effectué une visite d'adieu au président du Sénat, Herman Narazav-Maïf, hier après-midi au palais d'Anouskeli. L'ambassadeur en fin de mission à Madagascar a félicité le dynamisme du président du Sénat, dynamisme qu'il a ressenti dès leur première rencontre selon cet ambassadeur. Il a exprimé sa reconnaissance au projet au Conseil du président du Sénat pour trouver ensemble les moyens de renforcer la coopération entre les deux Sénats, malagasy et indien. L'Inde a coopéré avec Madagascar dans divers domaines, dont la santé, l'agriculture et l'éducation. Le président du Sénat, quant à lui, a avancé que ce diplomate indien n'est pas seulement été à Madagascar, mais il s'est attaché à notre pays. Dans les actualités sociales, 75% de la population du 6e arrondissement vit de l'agriculture et de l'élevage. Cependant, suite à la série de cyclones au début de l'année, les rendements n'ont pas augmenté et les agriculteurs ont été en difficulté. Pour pallier cette situation, il y a eu une distribution de semences de riz hybrides de la part du ministère de l'Agriculture et de la région d'Analamangue et du député de l'IRD élu dans le 6e arrondissement. Reportage sur les images de Yves Janel. Alors que les rizières de Vloulnirin produisaient 60 sacs de riz par an auparavant, cette année, en raison des inondations causées par les cyclones successifs, il n'y a eu aucune production. Elle est donc obligée d'acheter de la semence à 3 000 rials le kilo,
Or, pour 1 hectare de terrain, 50 kilos sont nécessaires selon elle. C'est également le problème de Sarah. À cause des manques de ressources financières, elle ne peut pas acheter de semences et de l'urée qui se vend actuellement à 200 000 ariars. Face à cette situation, le député élu dans le 6e arrondissement, Rakutor Manana Maxime, a demandé la coopération de la région d'Analamang et du ministère de l'Agriculture pour fournir des semences à ses agriculteurs. Ainsi, environ 400 agriculteurs de cette circonscription bénéficieront d'une tonne 800 kg de semences. Des négociations sont également en cours pour la fourniture d'urée. Selon une technicienne, en 150 jours, les agriculteurs peuvent avoir jusqu'à 5 à 8 tonnes de riz à condition que le climat soit favorable. Afin d'atteindre cet objectif, une formation leur a été octroyée aujourd'hui à Anjanmin. Et puis les artisans qui utilisent le bois sont aujourd'hui confrontés à des problèmes de manque de matières premières. Le nombre de ceux qui achètent des meubles en bois a baissé de 80%. Les entreprises dans ce domaine sont obligées de licencier des employés. Elles proposent comme solution de soutenir la politique gouvernementale en matière de reboisement. Fin de Sénamireille, Yves Janel. Muramang, Port-Berger, Antsui et Fianarantsu, ce sont les endroits où l'on exploite le plus d'arbres à Madagascar. Actuellement, suite aux feux de brousse et à l'exploitation, le nombre des arbres diminue, ce qui entraîne une chute de 80% des commandes auprès des fabricants de meubles en bois, selon cet ébéniste. Le nombre d'employés dans cette petite usine de meubles a également dû être réduit jusqu'à 70%. Une des solutions proposées par les exploitants est le reboisement pour chaque arbre coupé. Il a rajouté que tous les utilisateurs d'arbres doivent être conscients de la nécessité de soutenir la vision du gouvernement actuel de reboiser dans toute l'île. Et on passe à présent aux actualités internationales. Fin de partie pour Super Mario. Défait par les poids lourds de sa coalition d'unité nationale, le Premier ministre italien Mario Draghi a démissionné jeudi, suscitant l'inquiétude sur les marchés et en Europe. France 24. Effectivement, c'est un saut dans l'inconnu pour le pays à la suite de cette démission ce matin de Mario Draghi. C'est dans un communiqué que la présidence de la République italienne a confirmé que le président italien Sergio Mattarella a pris acte de cette démission. Et donc on attend maintenant de savoir quelle sera la suite des événements. À partir de maintenant, c'est lui, Sergio Mattarella, qui décidera de la suite. Il devient le maître des horloges, l'arbitre de la situation. Il pourrait décider de nommer un nouveau Premier ministre, lui confier un mandat pour essayer de former un nouveau gouvernement. Mais vous l'avez dit, à l'heure où on parle, l'hypothèse qui semble la plus probable, c'est qu'il annonce la dissolution du Parlement et qu'il convoque des élections anticipées ici en Italie, un scrutin qui pourrait avoir lieu pendant le mois de septembre ou début octobre prochain. Une journée de deuil national a été décrétée ce jour en Irak, alors que l'opinion publique ne décolère pas au lendemain de tirs d'artillerie imputés à la Turquie et ayant tué 9 civils dans le nord du pays. La Turquie, qui dispose de dizaines de bases militaires depuis 25 ans, lance régulièrement des opérations militaires contre le Parti des travailleurs du Kurdistan. France 24. Scène de panique devant cet hôpital de Zako en Irak. Des tirs d'artillerie ont blessé des dizaines de civils dans le nord du pays et fait plusieurs morts, parmi lesquels des enfants. C'était terrible, effrayant. C'est une scène que je n'avais jamais vue de ma vie, seulement dans les films. Les victimes des tirs étaient pour la plupart des touristes arabes irakiens, venus dans cette région montagneuse du Kurdistan pour fuir les fortes chaleurs estivales. L'Irak accuse la Turquie d'être responsable de ces tirs, car depuis la mi-avril, Ankara a déclenché une nouvelle opération militaire contre le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Un groupe armé considéré comme terroriste par la Turquie et ses alliés occidentaux, qui réclame la création d'un État kurde indépendant depuis 1984. La diplomatie turque accuse des terroristes d'être à l'origine des tirs. Sans preuve, Bagdad a rappelé son chargé d'affaires à Ankara.
Nous avons beaucoup de problèmes politiques en Irak, mais nous sommes tous unis face à ce drame. La position des responsables politiques est collective. Le gouvernement irakien réclame également le retrait des forces turques, présentes depuis plus de 25 ans sur son territoire, pour mener sa guerre contre les Kurdes. Une présence de plus en plus contestée par la population, qui est venue manifester sa colère après le drame, comme ici à Bagdad, mais aussi à Najaf. Le gouvernement irakien va convoquer l'ambassadeur de Turquie en Irak, une attitude inhabituellement ferme vis-à-vis de son voisin turc, l'un de ses premiers partenaires commerciaux. Pour terminer, le gazoduc Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne a redémarré ce jour après 10 jours de maintenance. France 24. Sous les eaux de la mer Baltique se joue une part de l'avenir énergétique de l'Europe. Le gazoduc Nord Stream 1, ouvert depuis 2011, est au cœur de toutes les attentions. Long de 1224 km, il relie l'Allemagne à la Russie avec une capacité totale de 55 milliards de mètres cubes par an. En 2021, 40% des importations de gaz russe vers l'Union européenne transitaient par ce canal. Mais avec la guerre en Ukraine, cette énergie est devenue une arme géopolitique. Depuis juin, Moscou a diminué ses exportations et pendant 10 jours a fait planer le doute sur une reprise des livraisons, prétextant une opération de maintenance. Désormais, il faudra attendre plusieurs heures avant de savoir si tout est revenu à la normale. Le gaz ira en Europe via Nord Stream 1, mais à en juger par les déclarations du dirigeant russe, ce sera très probablement en volume réduit, peut-être seulement 40%. Il n'y a aucune justification pour cette réduction. D'après Moscou, un problème de turbine justifierait le ralentissement du débit de livraison. De son côté, Berlin dénonce une décision politique. En juin dernier, l'Allemagne achetait encore 35% de son gaz à la Russie contre 55% 4 mois plus tôt. Une dépendance dont plusieurs pays européens ne pourront pas se défaire d'un claquement de doigts. Bruxelles s'est dit prête à imposer une réduction de 15% des besoins de gaz dans les 27 pays membres dès le mois d'août. Fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme avec la série Revenge. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.